de la France Insoumise et elle va nous répondre tout de suite. Bonjour Sarah Legrain, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci et d'intervenir en direct sur Figaro Live. Alors, quelle est la stratégie de la France Insoumise? Eh bien, depuis le début, nous avons dit que nous restions cohérents avec ce qui fait l'ADN, si vous voulez, de notre mouvement. Je rappelle que nous n'avons pas un parti, mais un mouvement, et qui s'est toujours voulu au service de l'auto-organisation populaire. Et pour nous, les municipales sont une des occasions, une occasion majeure même pour se mettre au service de cette implication citoyenne, de cette auto-organisation populaire dans les communes, sachant que la commune peut être un échelon de reprise du pouvoir, un échelon de réappropriation démocratique. Donc c'est ce que nous avons fixé déjà en juin dernier. Nous avons fixé cette stratégie-là et ma foi, malgré tout ce qui se dit de négatif sur ce plateau, nous sommes assez fiers de ce que nous arrivons à faire parce que pour un mouvement dont vous dites qu'il enjambe les municipales, nous sommes impliqués dans 550 communes, ce qui est plus que le Rassemblement national, ce qui est même plus que la République en marche si on retire les communes dans lesquelles elle se contente d'apporter son soutien à un maire sortant PS ou un maire sortant LR. Mais nous assumons que cette implication, c'est une implication au service d'eux. Nous ne plantons pas de drapeau, nous ne revendiquons pas de tête de liste insoumise et pour nous, en fait, c'est important et c'est cohérent avec notre démarche. Alors vous avez été, on le rappelle, affaibli aux européennes avec seulement 6% des suffrages. Les derniers sondages parus sur les municipales à Paris vous créditent la France Insoumise de 5% des intentions de vote. L'Institut ELAB, on l'a vu tout à l'heure, 4% des Français expriment une préférence pour un maire, la France Insoumise. Comment vous allez faire mentir les sondages? Alors d'abord, en rappelant que nous ne proposons pas de liste France Insoumise, Absolument. de candidature France Insoumise, de tête de liste France Insoumise, pas non plus à Paris, où tous les sondeurs s'acharnent à dire Danielle Simonet, candidate de la France Insoumise, vous êtes derrière ces listes et où nous ne cessons de rappeler que nous avons lancé un appel citoyen qui s'appelle Décidons Paris, qui est soutenu par la France Insoumise, mais aussi par REV, par exemple, le mouvement d'Aymeric Caron, par des mouvements écolos issus de LV, et aussi, surtout, par des citoyens qui ont signé cet appel. Et je vous rappelle que Danielle Simonet est en binôme avec Vicage Dorasso pour Paris, ce que les journalistes ont souvent bien du mal à comprendre, puisqu'on essaye d'incarner ce collectif à toutes les étapes. Vous donnez dans la nuance, mais en fait, vous êtes clairement derrière ces listes-là. Vous ne pouvez pas le nier que vous êtes présent. Oui, bien sûr, mais au contraire, c'est même notre force, on s'implique, mais sauf que je trouve que tout à l'heure, un internaute disait que nous étions lâches. Moi, je trouve pas ça très lâche, justement, de donner son implication. Je peux vous dire que je donne beaucoup de temps à cette campagne et beaucoup d'insoumis s'impliquent, mais ne revendiquent pas d'être des listes insoumises. Par contre, ce que nous avons remarqué, c'est que pendant ce combat parlementaire de la France insoumise contre Macron, eh bien, nous avons reçu beaucoup de sollicitations de listes qui demandaient le soutien de la France Insoumise, qui demandait le label France Insoumise, qui apparaît aussi comme un label efficace pour apporter une motion de censure citoyenne au gouvernement. Et je pense que quand vous signalez la situation parisienne, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une spécificité de la capitale, une spécificité de sa sociologie, de l'éviction progressive des classes populaires, des employés et des ouvriers. Et voilà, et une façon du coup dans les pourcentages dans les sondages de masquer les différentiels entre les arrondissements. C'est une ville très inégalitaire avec des arrondissements très populaires où nous espérons créer la surprise, notamment le mien. Sarah Legrain, vous reprochez à ceux qui vous disent que la France Insoumise enjambe ces municipales. Malgré tout, Adrien Quatennens, qui est le coordinateur de la France Insoumise, il a avoué que le parti, votre parti, la France Insoumise, est focalisé sur le mouvement est focalisé sur 2022, donc la présidentielle, on l'a dit. Donc la France Insoumise, on le voit, elle affiche quand même des ambitions très modestes pour ces municipales. Ce scrutin n'est pas une priorité. Est-ce que ça démotive pas un peu les militants qui sont acquis à votre cause sur le terrain? Je pense pas du tout. Par contre, je pense que tout le monde a bien conscience qu'à la présidentielle se joue la question de ce que nous appelons la révolution citoyenne, révolution par les urnes, mais l'éruption du peuple dans son destin, et on sait que la Ve République, pour la critiquer beaucoup, on sait à quel point elle est focalisée sur cette élection de la présidentielle, qui est au cœur de la Ve République. Mais on sait aussi que les campagnes municipales sont justement des occasions d'auto-organisation du peuple. Nous, on constate que justement, en termes d'implantation dans les quartiers populaires, de capacité à faire advenir aux politiques, à travers l'élection municipale, des gens qui ne se seraient jamais vus et qui peut-être ne seront jamais dans un mouvement politique, mais qui, avec nous, grâce à nous et avec notre aide, s'impliquent et peut-être deviendront des élus, deviendront maires. Je tiens à souligner que nous avons 70 listes dans lesquelles nous sommes impliqués, dont la tête de liste n'est membre d'aucun parti. Et nous en sommes fiers et nous pensons que ça aussi, ça fait advenir la révolution citoyenne. Est-ce que ça n'est pas cette dissolution, on va dire, de la marque France Insoumise? Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse de votre part de ce manque de visibilité sur le terrain et d'implantation? En marque, nous ne raisonnons pas en boutique. Nous aurons gagné le jour où nos idées seront au pouvoir. Et on sait que pour cela, il faut
s'attaquer au problème majeur qui est celui de l'abstention dans le pays, qui est très forte d'ailleurs au municipal, plus forte qu'à la présidentielle en général. Et on sait que pour cela, il faut redonner confiance. Toutes les listes qui auront le label France Insoumise sont des listes qui défendent le référendum d'initiative citoyenne, celui qui a été porté par les Gilets jaunes tous ces derniers temps, qui défendent des chartes éthiques dans lesquelles les élus, eux, seraient prêts à être révoqués. Et je mets au défi les autres listes de défendre le même genre de choses. Et donc, quand quelqu'un, sur un bulletin de vote, voit le label France Insoumise, il sait que c'est une liste qui s'oppose résolument à Macron et son gouvernement et sa politique injuste, et que c'est une liste qui favorise le pouvoir populaire. Et nous sommes fiers de cela. Quand on sait que pour vous, malgré tout, l'enjeu principal, c'est la présidentielle, comment on peut espérer relever ce défi de 2022 sans un seul maire, la France Insoumise? Écoutez, déjà, vous êtes en train de le décider, mais encore une fois, nous avons cette implication-là. Et j'entendais tout à l'heure, par exemple, que Europe Écologie Les Verts serait un danger pour nous. Mais moi, je tiens à signaler que nous sommes présents. Alors, j'ai recalculé, 170 communes dans lesquelles nous formons des listes, qui sont d'ailleurs des listes, puisque c'est le critère que nous formons, des listes citoyennes, d'implication citoyenne, aux côtés d'Europe Écologie Les Verts, et dont des villes qu'il faudra regarder de très près. Je rappelle qu'à Grenoble, nous sommes déjà dans une coalition citoyenne, écologique et sociale à la tête de cette ville. Il y a aussi Toulouse et Tours, et si il y a des succès dans ces villes-là, nous serons tout à fait heureux de pouvoir revendiquer notre participation, encore une fois, à cette prise de pouvoir citoyenne, écologique et sociale. Merci beaucoup, Sarah Legrain, pour votre intervention. Que faut-il retenir de la campagne de la France Insoumise? On en parle avec Pierre Lepelletier, journaliste au Figaro. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. C'est une première pour vous, je crois, ici, en tout cas sur ce plateau. Alors comment elle se passe, cette campagne de la France Insoumise, selon vous? Je crois que tout a déjà été un peu résumé sur ce plateau, à savoir c'est une stratégie, en fait, ils ont essayé de faire gagnant-gagnant, les Insoumis, à la fois en se mettant derrière des listes citoyennes et des listes plutôt d'union de la gauche, ce qui leur permet de ne pas s'impliquer totalement dans cette campagne et donc finalement de la contourner un petit peu et se concentrer sur des sujets plus nationaux, comme on l'a vu lors de la réforme des retraites, avec l'obstruction parlementaire notamment. Quelle est leur stratégie? Qu'espèrent-ils de ce scrutin-là? C'est ça, ils espèrent que les citoyens soient mis en avant derrière les associations, se ranger derrière les autres mouvements de gauche, pour espérer avoir quelques élus, quelques conseillers municipaux qui pourront ensuite, dans la perspective des sénatoriales, peser un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette campagne aujourd'hui par rapport aux semaines passées, à la façon dont cette méthode de favoriser l'action citoyenne sur le terrain je crois que la France Insoumise s'est retirée, mais dans certains cas, par contre, elle est très en avant. Je pense au cas de Paris qu'on vient de parler, où on a vu Danielle Simonet, la candidate oratrice de la France Insoumise, qui est une des cadres du mouvement, très mise en avant, avec Vicage Dorasso. Donc là, pour le coup, il y a une médiatisation effectivement plus importante. Et donc c'est ça, en fait, c'est des stratégies qui sont vraiment au cas par cas, différentes selon les villes, selon les grandes villes, à Paris. Mais sinon, c'est quand même très mis en arrière, derrière des listes plus citoyennes, associatives, syndicalistes, etc. Il y a quelque chose qui vous a marqué plus que d'autres sur cette campagne de la France Insoumise? C'est ça, c'est cette différence à la fois entre les grandes villes comme Paris et le reste de la France, mais aussi à quel point Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader de la France Insoumise, ne s'est pas du tout impliqué, comme Jean-Baptiste le disait pour les réseaux sociaux par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui tweete quand même beaucoup, on l'a pas vu sur Twitter, on l'a pas vu sur Facebook, et au point que même ces meetings étaient sur la réforme des retraites, et non même pas sur les municipales. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. Et en fait, on parlait tout à l'heure des différences avec les autres partis. Oui. Il y a un parti qui fait ça, c'est le Rassemblement national, parce que Serge Federbusch, qui était encore hier soir en débat, est soutenu par aucun cadre du Rassemblement national. Il y a très peu de marques de soutien. Et en fait, c'est assez ressemblant, je trouve, moi, avec la France Insoumise, avec ce qui se passe actuellement. Donc de faire un parallèle avec la méthode RN et la méthode la France Insoumise. C'est deux projets totalement différents, on est d'accord. Mais sur la stratégie, moi je trouve qu'effectivement il y a une certaine porosité entre les deux. Et en fait qui est tout simplement dans la perspective de la présidentielle de 2022, de contourner ces municipales dans cette perspective-là. Et si je me permets d'ajouter, cette stratégie de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, c'est aussi qu'ils sortent d'une bonne période, d'une bonne séquence médiatique. On l'a vu à l'Assemblée nationale avec la réforme des retraites, avec l'obstruction parlementaire qui a beaucoup fait parler, avec ce recours au 49.3 qu'ils ont finalement par cette obstruction peut-être un petit peu aussi provoqué. Et finalement, en allant municipal, ça évite de prendre le risque d'avoir une nouvelle déroute électorale et donc d'annuler toute cette bonne séquence qui vient de se dérouler.
Apparemment, ce rebond n'en profite pas à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise dans le baromètre qui va paraître ce week-end dans le Figaro Magazine. À voir, vous le découvrirez dès aujourd'hui d'ailleurs, le Figaro Magazine en vente en kiosque. Merci beaucoup Pierre Lepelletier pour votre intervention. Vous restez avec nous. On passe maintenant aux questions des internautes. Je vais demander à Sarah Legrain et à Jérôme Sainte-Marie de nous rejoindre. Alors, pour l'emplacement, voilà, on est bon et vous pouvez intervertir ou vous rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça vous êtes tous à l'image. Alors, parmi les questions dont vous nous avez fait part en direct sur le Figaro et les chats du Figaro, les forums du Figaro et les réseaux sociaux du Figaro, le mécontentement contre le gouvernement avec notamment le 49.3 va-t-il, selon vous, jouer sur les élections et peut-être bénéficier à la France insoumise? Qui peut répondre? Jérôme Sainte-Marie. Je vais essayer de répondre en m'appuyant sur quelques sondages qui montrent que la part du national dans le vote va être assez faible. Oui. Rappelons sans cesse que dans la plupart des communes, il n'y a pas la possibilité d'exprimer son soutien ou son opposition au pouvoir en place, tout simplement parce que il n'y a pas d'offre politique identifiée. Par ailleurs, c'est une différence majeure par rapport aux municipales précédentes, il y a toujours un coefficient local très important, prédominant, mais en même temps, quand ces élections municipales interviennent dans un contexte où le pouvoir national est impopulaire, c'est le schéma des élections intermédiaires qui s'applique, et à ce moment-là, il y a toujours une vague bleue ou une vague rose. Par exemple, en 2014, c'était François Hollande qui était au pouvoir, très impopulaire déjà au bout de 2 ans, et qui s'était traduit par une victoire historique de la droite dans les villes de plus de 10 000 habitants. Là, c'est très difficile, parce que l'opposition, et il y a 4 oppositions, et non pas une seule, donc l'effet de balancier va être totalement dilué. Et puis, c'est le revers de la médaille qui vient de nous être présenté, c'est la stratégie de la France Insoumise, c'est que comme les gens sont pas sûrs de pouvoir identifier qui est soutenu par la France Insoumise, même un électeur mélenchoniste de bonne foi aura parfois du mal à savoir comment exprimer son soutien à la ligne actuelle de la France Insoumise contre le gouvernement. À ce propos, il y a une question de Bernadette. Alors, la question qu'on vient de poser, c'était une question de Zdero sur Facebook. Là, on a une question de Bernadette sur Facebook qui demande, pour les municipales, les citoyens regardent surtout le bilan du maire et son programme. A-t-elle raison ? Moi, je suis convaincue que ces municipales, elles peuvent quand même fonctionner comme une motion de censure citoyenne contre le parti présidentiel. Ça, je vois mal comment toute cette séquence ne se traduit pas d'une façon ou d'une autre. Après, bien évidemment, la question du bilan, elle est importante. Et là-dessus, nous, à la France Insoumise, nous assumons justement le fait que nous avons des contestations des politiques qui ont été menées, notamment des politiques de privatisation. On pense que on est dans un moment où plus que jamais, on doit penser le commun, l'entraide, l'écologie populaire, le développement des transports. Et sur toutes ces questions-là, nous nous engageons dans la critique des bilans ou dans l'accompagnement justement de bilans comme celui de Grenoble dont nous sommes satisfaits. Oui, je rajoutais juste, au moment des élections européennes, Jean-Luc Mélenchon tournait les élections européennes en disant ça va être un référendum anti-Macron. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a. Et est-ce que c'est pas gênant quand on est candidate de pas avoir ce genre de discours dans le cadre des municipales, d'avoir le chef du parti qui monte plus au créneau, qui monte plus au front et qui est... Ah, vous trouvez qu'on devrait l'avoir davantage? Vous trouvez que M. Mélenchon ne monte pas suffisamment au front en ce moment? Dans le cadre des municipales, non? Mais je pense que c'est une question justement de respect pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui rejoignent des listes que nous formons avec eux et qui ne sont pas nécessairement membres de la France Insoumise et par contre qui sont très heureux d'être dans des listes qui sont résolument opposées au parti présidentiel, qui ne feront jamais la moindre alliance avec des membres de la majorité présidentielle, ce qui n'est pas, ou des soutiens de la majorité présidentielle, ce qui n'est quand même franchement pas si lisible que ça parmi ce que vous appelez les différentes nuances d'opposition dans le pays. Je crois que les listes qui sont soutenues par la France Insoumise, il y aura cette garantie-là d'aucune alliance possible avec des macronistes. Sarah Legrain, il y a une question pour vous de la part de Laurence sur Facebook. La République En Marche a, semble-t-il, conseillé à certains candidats de ne pas afficher le logo de leur parti. Est-ce pareil à la France Insoumise ? Non, la France Insoumise a fourni un label, un soutien quand elle considère que les conditions sont réunies. Parfois, elle ne l'a pas donné quand elle considérait justement qu'il n'y avait pas de respect d'implication citoyenne et que c'était des pures négociations partisane. Parfois, elle n'a pas donné quand elle a considéré qu'il n'y avait pas les garanties d'absence d'alliance possible avec les macronistes. Nous avions besoin de ces garanties-là. Elle ne l'a pas donné quand il y avait des privatisations de services publics, etc. Donc, ce label, il est donné pour garantir un certain nombre de critères qui nous semblent ceux que nous voulons mettre en avant et que nous voulons favoriser pour les élections municipales. Comment on identifie qu'une liste est soutenue par la France Insoumise ? Ben, elle le dit.
Elle le dit, mais ça n'est voilà, pas... Ça fait pas. Alors, il y a eu une conférence de presse que vous pouvez écouter, qui est en ligne lundi dernier. Il y a sur le site, il y a marqué les listes qui sont soutenues par la France Insoumise. Mais nous ne revendiquons pas de candidats, de têtes de liste, et nous revendiquons plutôt que dans ces listes-là, nous avons 70 qui sont menées par des gens qui n'ont jamais été, ne sont pas membres de parti. Jérôme Sainte-Marie, vous souhaitiez réagir, rebondir? Je suis assez troublé par ce propos sur le fait qu'on ne fait surtout pas à faire la moindre alliance avec une liste où il y a des macronistes. Alors ça tombe bien, c'était en 2014, c'était la même chose mais avec les socialistes. Alors beaucoup de ces socialistes de 2014 sont devenus macronistes, certes, mais ça signifie en creux ce que vous dites, que vous acceptez parfaitement de participer, ou des gens que vous soutenez vont participer à des listes avec des socialistes. Alors, avec des socialistes. Vous n'êtes pas sans savoir que le Parti socialiste n'est pas dans une situation hyper prospère dans le pays et que dans la plupart des cas où nous avons des listes effectivement avec des socialistes dedans, ils sont plutôt derrière ceux qui sont les militants insoumis ou derrière des têtes de liste d'autres formations politiques ou d'aucune formation politique. Si vous regardez, nous avons fait le calcul, nous sommes plus souvent, c'est plus fréquent que les socialistes soient derrière et nous sommes dans que de rares cas derrière des têtes de liste membres du Parti socialiste. Alors, permettez-moi de reprendre la parole sur un point, c'est que quand même, on voit bien le balancement, me semble-t-il, ville par ville, entre deux lignes qui sont pas tout à fait les mêmes. Une ligne où, au fond, on réinvente l'union de la gauche. Alors, c'est pas, comment dirais-je, aussi spectaculaire et aussi institutionnel que ça l'était autrefois, par la force des choses, parce que les institutions partisanes sont très affaiblies. Mais c'est l'union de la gauche, en réalité. Et dans d'autres cas, c'est par contre, c'est de nouveau. Par contre, c'est de nouveau, si vous voulez. Dans d'autres cas, c'est ce qu'on appelle les listes citoyennes. Donc, on n'est pas très loin de l'idée populiste, au-delà des partis et des anciennes étiquettes. Et ça donne, juste pour finir, cette souplesse, cette agilité, on peut appeler ça comme on veut, peut être aussi qualifiée d'opportunisme. Soyez très prudents avec ça. On peut reprendre le rhétorique de Jean-Luc Mélenchon appliqué au Parti communiste en 2014 et pratiquement l'appliquer à la France insoumise aujourd'hui. Allez, on laisse Sarah Legrain répondre et puis on passe à une autre question d'internaute, s'il vous plaît. Il y a évidemment des configurations différentes, mais alors pour le coup, vous nous accuseriez de ne pas regarder la réalité en face si on vous disait que dans toutes les communes de France, les militants du Parti socialiste de tel et tel mouvement sont identiques. C'est pas vrai, vous avez des réalités différentes selon les villes. En revanche, nous avons fixé des critères. Et vous pourrez vérifier ces critères-là. Nous avons fixé le critère de l'implication citoyenne. Donc, dans aucune des listes que vous appelez d'union de la gauche dans lesquelles nous sommes, il n'y a pas la revendication du référendum d'initiative citoyenne, des assemblées, des chartes citoyennes. Et nous avons même parfois, finalement, retiré la possibilité d'un soutien à la France insoumise en considérant que c'était un accord de coin de table entre partis et que c'était pas ce que nous souhaitions. Et je voulais revenir sur le Rassemblement national, mais je ne sais pas s'il y aura une question à ce sujet. Mais je suis un peu dubitative d'entendre dire que c'est pareil quand je vois que dans le Rassemblement national n'est plus présent est présent dans 200 communes de moins qu'en 2014. Je rappelle que le Rassemblement national dirige déjà des villes, s'est déjà présenté à de nombreuses élections municipales, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas du tout le cas de la France insoumise, et pour le coup est absent de 15 départements, alors que nous sommes dans tous les départements, sauf un, et y compris en Outre-mer. Voilà. Pierre Pelletier, une question. Le Pelletier pour vous. Je parlais de la stratégie. Oui, c'était la stratégie. À Paris. Oui, enfin, vous focalisez pour le coup pour les élections municipales. Sur Paris, je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus représentatif. Pierre Lepelletier, une question pour vous peut-être, ou Jérôme Sainte-Marie. Florence nous dit « Je suis gilet jaune et apolitique et la France insoumise me redonne de l'espoir. Est-elle un cas isolé ou y a-t-il d'autres gilets jaunes qui se reconnaissent dans la France insoumise ?» Alors là, c'est assez compliqué à répondre parce que c'est vrai qu'il y a tellement de diversité au sein des gilets jaunes que c'est presque... C'est assez simple pour y répondre. Alors, il y a tout un effort maintenant de sociologues de gauche, notamment pour peindre, comment dirais-je, en vert, en rouge, en rose, les gilets jaunes, mais ils sont restés essentiellement des gilets jaunes. C'est la thèse que vous défendez dans votre livre, hein. Oui. On peut le citer même maintenant. Bloc contre bloc, le dynamisme du macronisme, c'est édité aux éditions Le Cerf. Par un suivi sur le terrain, notamment pour le Figaro Magazine, et en novembre-décembre, et puis également par l'analyse des sondages, notamment pour les européennes, on voit bien que le débouché politique des gilets jaunes, ça a été essentiellement le vote, c'était essentiellement l'abstention. Vous me direz, oui, mais ça c'est un propos un peu défensif, parce que pour l'essentiel, ça a été 4 sur 10 à peu près, c'était le vote pour le Rassemblement national. Après, il y a une diversité qui s'est accrue dans la participation à ce qu'on appelle cette nébuleuse, c'est à peine un mouvement, c'est ce phénomène des gilets jaunes, qui fait qu'effectivement, il y a maintenant des gens qui sont beaucoup plus, qui n'étaient pas présents, hein, les gens de gauche étaient très peu présents en novembre-décembre, au moment où ça se passait réellement, mais à partir de février-mars, effectivement, ça s'est davantage répandu. Et là, effectivement, dans ce que
position que je comprends de la France insoumise, il y a pas mal d'éléments qui effectivement rappellent un certain nombre de slogans des Gilets jaunes. Ça, c'est incontestable. Il ne faut pas négliger non plus le fait que le mouvement des Gilets jaunes se poursuit aussi sous la forme du mouvement d'opposition à la réforme des retraites de M. Macron et son gouvernement. Et je pense que en la matière, je crois que aussi des masques sont tombés sur le positionnement de Marine Le Pen et du Rassemblement national, qu'on a très peu vu dans ce combat-là, qu'on a très peu vu à l'Assemblée nationale, et qui finalement n'est pas très à l'aise sur cette question des retraites et sur la question sociale de façon générale. Sarah Legrain, une question pour vous de Louise B. J'aimerais savoir l'avis des Insoumis sur les élections américaines. J'imagine qu'ils aimeraient mieux voir Sanders remporter la primaire démocrate, mais selon vous, peut-il encore la gagner? Alors oui, je pense qu'il peut encore la gagner, même si évidemment je suis pas une analyste, une fine spécialiste du système américain. En tout cas, c'est un immense espoir que soulève Sanders, et il fait aussi la démonstration de comment des appareils peuvent se retourner contre l'irruption populaire, puisque je crois que c'est vraiment ce qu'incarne la dynamique Sanders aux États-Unis. Je crois que Sanders est le meilleur candidat pour battre Trump, et que on entend beaucoup l'argument inverse, et que c'est plutôt un système qui est en train de se défendre là, et qui malheureusement risque de faire le choix de Trump plutôt que Sanders en bloquant Sanders s'ils y parviennent. J'espère que non, évidemment. Rapidement, sur ce point-là, les sondages américains vous donnent raison. Il y a des sondages qui sont faits pour effectivement Sanders, contrairement à ce qu'on dit, serait très bien placé pour battre Trump, beaucoup mieux que Biden. Si je peux ajouter, après les européennes, c'est vrai que la gauche a eu un gros coup de déprime. Et ce qu'on voit aux États-Unis redonne un espoir, que ce soit la France insoumise, mais en fait dans toute la gauche, où on se dit que finalement les gens ont besoin de gauche, et c'est quelque chose qui redonne espoir dans tous les camps, enfin dans tous les camps à gauche. Revenons sur la politique nationale. Jean-Luc Mélenchon, alors ça c'est une intervention de JLTF sur le Figaro.fr à propos de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon assure n'avoir pas fait d'opposition mais des propositions à l'Assemblée, mais s'il souhaitait que ces propositions soient examinées, il aurait mieux valu ne pas déposer autant d'amendements idiots dont le seul but était de ralentir l'examen du texte, non ? Alors, je ne crois pas du tout que Jean-Luc Mélenchon ait revendiqué de ne pas faire d'opposition. Ça, je pense qu'au contraire, il se revendique clairement comme un opposant, et depuis le début de l'exercice de son mandat et du mandat du groupe parlementaire de la France Insoumise, des opposants proposants, puisque nous avons proposé énormément de lois, proposé énormément d'amendements également. Vous savez, notre opposition massive, générale à cette réforme, donc il n'y avait pas de raison de commencer à essayer de l'améliorer, de la changer, etc. Par contre, le dépôt d'amendements a bien permis des débats de fond, a permis de soulever des lièvres que même les journalistes n'avaient pas pu soulever jusque-là, a permis de contraindre la majorité à s'expliquer, voire à montrer qu'elle n'avait pas de réponse, et le 49.3 intervient pile au moment où on devait commencer à parler de la valeur du point. Nous sommes bien contents d'avoir pu en parler avant, grâce aux amendements que nous avions déposés. Allez, une dernière question d'internaute en rapport avec notre sujet du jour, en l'occurrence les municipales 2020. On a une réaction de Raphaël et une question sur Figaro Live. Mélenchon avait fait une super campagne numérique à la dernière présidentielle. Pourquoi n'est-ce pas le cas de la France insoumise pour ces municipales ? Alors, toujours même, moi, je pars pas du principe qu'il n'y ait pas de campagne numérique. Je pense qu'il y a des campagnes numériques. Par contre, effectivement, on voit bien que les municipales, la démarche même fait que c'est au collectif, et notamment aux collectifs citoyens au sein des municipales, de commencer de se doter de leur propre communication. Mais moi, j'ai vu, si vous regardez ce qui se passe à Montpellier, il y a une communication très innovante, très intéressante autour de cette tête de liste citoyenne que nous soutenons pour le mouvement Nous Sommes à Montpellier. Je pense qu'il y a des choses, au contraire, très intéressantes à regarder. Vous regardez aussi du côté de Bordeaux, vous aurez quelques surprises. Je pense qu'au contraire, c'est juste que ce sont des communications qui sont évidemment, qui émanent des collectifs citoyens. C'est la moindre des choses. C'est ce qui me paraît démocratique dans le cadre d'une campagne municipale. Et ce serait bizarrement vu, au contraire, que Jean-Luc Mélenchon s'amuse à faire lui-même, avec ses community managers ou son équipe de com, la communication de toutes les communes de France. Je pense qu'au contraire, on nous tomberait vraiment dessus et on aurait raison de le faire. Alors, Sarah Legrain, on a bien compris que Montpellier ferait partie des villes que vous allez guetter en priorité. Et selon vous, Pierre Lepelletier, quelle ville il faudra guetter en priorité? Et la même question pour vous, Jérôme Sainte-Marie, après. Je pense toutes les grandes villes. Déjà, il faudrait faire des bons scores dans les grandes villes. On voit par exemple à Bordeaux où Philippe Poutou, soutenu par la France Insoumise, fait une petite percée dans les sondages et donc peut peser au second tour. Mais je crois que ça va être l'enjeu de la France Insoumise un peu partout. Ça va être de se qualifier déjà au second tour pour pouvoir ensuite peser dans les négociations au second et essayer d'avoir le plus de conseillers municipaux. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Oui, je pense qu'il faudra effectivement, en tout cas, nous sommes présents dans la plupart je crois que toutes les villes ou presque de plus de 100 000 habitants, et nous regarderons de près évidemment les résultats là-dedans, mais aussi dans des listes uniques de certaines petites communes où nous savons d'emblée que nous aurons des mairies et nous serons très heureux aussi d'avoir ces élus-là. Et je rappelle aussi qu'à la France insoumise, les élus insoumis ou les élus citoyens accompagnant les élus insoumis seront toujours, participeront d'une dynamique nouvelle, puisque je rappelle qu'on est un mouvement nouveau qui date de 2017. Merci Sarah Legrain. Dernier mot pour vous, Jérôme Sainte-Marie, sur la ville, la Gaîté plus particulièrement. On va dire simplement Grenoble, puisque Grenoble, c'était la grande victoire symbolique de 2014. Par ailleurs, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on aura, alors toutes les situations locales sont particulières, mais malgré tout, quand on fait la liste des villes, on s'aperçoit que la France insoumise dans des configurations très différentes. On l'a dit, Bordeaux, c'est une liste d'extrême gauche, de fait. Ailleurs, c'est avec des notables, ailleurs, c'est avec des écologistes. Parfois, c'est une liste qui n'a pas d'alliés politiques. Ça permettra de faire, c'est un véritable cas de laboratoire. On pourra faire toutes sortes de commentaires, et puis si les commentaires ne plaisent pas, on pourra toujours dire que c'est les situations locales qui expliquent ces différences. Merci à tous les trois. Peut-être un tout dernier mot, vraiment très rapide, Pierre. C'est vrai que pour suivre la France insoumise depuis quelques temps, après l'élection présidentielle de 2017, les insoumis nous disaient on va gagner des villes. Il y avait notamment Jean-Luc Mélenchon qui avait des vues sur Marseille. Et on sent quand même que les dernières élections européennes ont mis un sérieux coup de frein à toutes ces ambitions. Ça a été revu à la baisse, et donc ce qui peut justifier cette stratégie aussi de se ranger derrière des listes citoyennes. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités aujourd'hui en direct. Merci à tous de nous avoir suivis. On va juste donner la réponse à la question qui vous était posée sur Twitter. Vous le voyez, j'ai pas des yeux assez bons, je vais regarder. C'est oui. C'est oui. Pensez-vous que les listes soutenues par la France insoumise feront un bon score municipal 2020? Et vous êtes 60% à répondre que oui. Si je ne me trompe pas. Voilà. Je suis d'accord merci avec encore. La majorité, comme pour la réforme des retraites, finalement, les 60% de Français qui sont opposés et qui veulent le retrait de cette réforme. Merci encore Sarah Legrain, merci d'avoir été présent avec nous, merci à tous de nous avoir suivis. Et Jérôme Sainte-Marie, je recite de façon plus correcte, puisque j'avais savonné sur les éditeurs, c'est les éditions du Cerf qui publient votre ouvrage, Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme. On en voit le visuel en ce moment. À très vite sur Figaro Live, merci encore de nous avoir suivis. Merci. Merci. Avec la photo de Bordeaux, la plus mensongère de l'histoire de l'émission. C'était quoi la photo de Bordeaux? Je suis tout mince.